Yves Boudinot est directeur des études de 2004 à 2008, avant d'administrer les centres de Vientiane et de Chiang Mai et d'être nommé directeur général en 2014, ce qu'il a été jusqu'en 2018. Depuis 2005, à la suite et à la demande de Georges Condominas, il enseigne à l'EHESS le séminaire de recherche intitulé « Anthropologie comparée de l'Asie du Sud-Est ». Continue de co-animer avec Vanina Boutet, moi-même. Il a en outre été le coordinateur de 2 grands projets européens portant sur l'Asie du Sud-Est et remportés par l'FEO ensemble avec plusieurs autres universités. D'une part, celui intitulé Integration in Southeast Asia, Trajectories of Inclusion, Dynamics of Exclusion, qui s'est déroulé entre 2012 et 2016, et d'autre part, Pricey, Competing Regional Integrations in Southeast Asia, 2017 à 2020. Yves Boudinot a conduit de longues enquêtes ethnographiques au sud Laos parmi les sociétés catholiques de la chaîne analytique, les locuteurs des langues Kantu, Nkrieng, Taoy et Pakor. Il a notamment observé la restauration d'identités collectives et la reprise de pratiques rituelles longtemps empêchées par les guerres, guerre d'Indochine, guerre du Vietnam. Il a notamment publié, et je vois que tu as amené le bouquin dans lequel cet article est paru, donc j'imagine que tu vas en parler, des survivants aux survivances, quelle ethnologie en zone démilitarisée, dans ce livre Anthropologue en danger, édité par Michel Agier et avec une préface de Marc Augy. Plus généralement, il s'intéresse à l'ethno-histoire de groupes ethniques aux marges des civilisations anciennes de la péninsule indochinoise et poursuit aussi un projet d'anthropologie régionale sur les rituels sacrificiels des minorités austroasiatiques. On peut entre autres citer son article paru dans le BFEO intitulé « Tambour de Brance et circonambulation cérémonielle ». Un autre pan de ses recherches concerne les relations entre l'anthropologie et les études asiatiques. Il a notamment publié sur divers travaux d'orientalistes, dont Georges Condominas, sur lequel il a écrit un article dans les carnets du Bérouz intitulé « Georges Condominas, conscience métisse et ethnographie minoritaire ». Georges Condominas face à la désintégration coloniale et à la guerre du Vietnam. Je vais m'arrêter là, on pourrait continuer, mais j'imagine que Yves, tu vas également faire référence aux travaux pertinents et en relation avec ta présentation d'aujourd'hui. Écoutez, merci Catherine, j'ai plus grand-chose à dire maintenant. Puisque Catherine parlait de référence, je pense que Stéphane vous a transmis une bibliographie dans laquelle il y a juste 2 petites erreurs. Donc je tiens à les corriger d'emblée. La première, c'est Harem, qui ne s'appelle pas, dont le prénom n'est pas Karl, mais Kai, donc K-A-J. Et je ne sais pas pourquoi c'est quelqu'un que je connais très bien, donc je ne sais pas très bien pourquoi c'est arrivé comme ça. Et le deuxième, c'est Oscar Salminck, The Ethnography of Vietnam Central Highlanders, Historical Contextualization, 1850-1900. Et en fait, c'est 1850-1990. Et là, c'est l'éditeur qui est coupable parce que c'est ce qui est sur la couverture. Et, ce qui m'étonnait, étant donné que le contenu du livre était bien au-delà de 1900. Bref. Merci à tous d'être là. Merci à Stéphane et à Christophe Potier, à Catherine de m'avoir invité. Si j'ai bien compris, la session était consacrée à l'histoire, cette session. Donc c'est un peu un paradoxe de demander à un ethnologue de venir faire une conférence pour clore cette session sur l'histoire. Cela dit, ça peut être intéressant de voir ce qu'un ethnologue fait de l'histoire. Je dirais que de plus en plus, maintenant, les ethnologues considèrent qu'ils ne peuvent pas étudier leurs matériaux sans avoir un certain recul historique. Alors, le problème, c'est que
il y a des gens qui ont prétendu pratiquer l'ethnohistoire, mais l'ethnohistoire, c'est une discipline, je dirais, sans code, sans méthode réelle, et qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques, en France notamment. Donc, l'ethnohistoire étant considérée par ceux qui la pratiquent, notamment dans le monde anglo-saxon, comme étant l'histoire des populations étudiées selon ces populations. C'est-à-dire comment est-ce qu'elles-mêmes pensent leur histoire. Sauf que, donc, du coup, il n'y a pas vraiment de critères, il n'y a pas vraiment de critères d'objectivité, c'est tradition orale répétée qui arbitre, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Moi, ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est comment, modestement, un ethnologue s'appuie sur des archives pour essayer de comprendre le terrain sur lequel il travaille, et ce qui permet, en l'occurrence, je dirais, de remettre en cause certaines certitudes, certains préjugés, certains biais dans l'analyse. Voilà, donc des chasseurs de sang dans l'échelle anémitique, archives, mythes et spéculations. Alors, archives et mythes, je pense qu'on va y arriver. Spéculation, on risque de ne pas avoir le temps, parce que spéculation, en fait, c'est un débat dans l'ethnologie, dans l'anthropologie actuelle qui a lieu autour justement de l'animisme en Asie du Sud-Est, et comment penser la chasse et le sacrifice dans le cadre de cet animisme, donc animisme renouvelé façon Philippe Descola. Et c'est vraiment un débat théorique, et je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de l'avoir ici, et ce n'est peut-être pas le lieu. Voilà, donc je parlerai surtout de travail en archives et de mon travail sur le terrain et sa relation avec des archives. Vous voyez ici, alors, on me dit que la flèche, ça peut marcher. Vous voyez, avec le curseur. Donc, comme l'a dit Catherine, j'ai travaillé plusieurs années au Laos. En fait, j'ai commencé à faire des missions en 1990. Je m'y suis établi en 93 et j'en suis reparti en 99. Donc, j'ai passé 6 années pleines au Laos, à une époque où le pays s'ouvrait à peine. Le pays avait été pris dans ce qu'on appelait la guerre du Vietnam jusqu'en 1975. Après, c'était un régime communiste, et le pays est resté quand même très fermé jusque dans à la fin des années 80. Et j'étais l'un des tout premiers ethnologues à pouvoir remettre les pieds au Laos. Et je dirais pas affiché vraiment comme ethnologue, mais comme travaillant avec des organisations internationales, avec des ONG, etc., qui me donnaient la possibilité d'aller sur le terrain, sinon ça aurait été impossible. Mon terrain a aussi une autre caractéristique, c'est que durant la guerre du Vietnam, il est au cœur de ce qu'on appelait les pistes Ho Chi Minh. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la chronologie, l'histoire de la guerre du Vietnam. Donc, en gros, après Dien Bien Phu, après 1954, le pays a été coupé en deux. Donc, il y a eu une ligne de démarcation que vous voyez ici, voilà, ici, à ce niveau. Et la guerre, en fait, a éclaté. Les Américains sont de plus en plus présents. Et le Viet Cong, l'armée populaire vietnamienne, a attaqué le Sud-Vietnam et les Américains en contournant la frontière vietnamienne et en traversant la chaîne anémitique justement à cette hauteur du Laos. Ce qui fait que c'est une des régions qui a été les plus touchées par cette guerre et par une guerre dans l'histoire, et notamment c'était la région les plus bombardée au monde dans l'histoire, puisque à partir de 66-67, les Américains ont bombardé quasiment jour et nuit toute cette piste Ho Chi Minh. On dit la piste Ho Chi Minh, mais en fait c'est un réseau de pistes. À chaque fois qu'une piste devenait impraticable à cause des bombardements, on retraçait, le Viet Cong en retraçait une autre. Donc, quand je suis arrivé sur mes terrains,
Donc, première mission, donc 90, 91, ces terrains étaient encore complètement marqués par la guerre. Et vous voyez, le mobilier urbain, je dirais, était largement composé de restes de bombes. Ce sont des sortes de containers de bombes antipersonnelles. Donc, des containers s'ouvraient une dizaine de mètres avant de toucher le sol et larguaient des bombes antipersonnelles, des mines, parfois qui s'enfonçaient dans la terre. Et toute la région a été arrosée donc, de ces bombes, y compris du napalm et du défoliant. Donc, vous voyez, donc, les maisons, ça c'est un grenier, donc les pilotis sont des anciennes bombes. Voilà, donc très pratique aussi pour soutenir un escalier dans une maison. Donc, j'étais, voilà, où ça c'est une sorte de carter d'avion, de camion peut-être, qui sert de siège. Donc, voilà, donc j'ai trouvé une région extrêmement qui vivait encore dans cette guerre. Et je veux dire que pour moi, étant adolescent dans les années 70, si vous voulez, la guerre du Vietnam a marqué un petit peu le fond de mon histoire adolescente. Puis après, j'avais un peu oublié, j'aimais bien New York. Et de retrouver un champ de bataille, si vous voulez, 15 ans après la fin de la guerre, a été pour moi, je veux dire, un choc tout à fait considérable. Et, se disant que cette guerre était assez absurde, parce qu'on est au milieu de rien. Ces villages que vous voyez sont redevenus à 4, 5, 6 jours de marche à travers Brousse, en plus dans un paysage extrêmement vallonné, donc très, très difficile d'accès. Et on se dit, bon, quel a été l'intérêt de déverser des millions de bombes sur cet endroit aujourd'hui désert où il y a quelques pauvres villages qui essayent de se reconstituer. Alors, ces villages se sont reconstitués et comme toute la région s'était battue du bon côté, c'est-à-dire du côté révolutionnaire, du côté de l'armée populaire vietnamienne, l'armée nationale, les Américains appelaient le Viet Cong, et du côté du Pathet Lao, qui est donc le parti révolutionnaire laotien, donc qui a triomphé aussi en 1975. Toute cette région, notamment les Cathous, ont reçu l'autorisation. Ils avaient fui évidemment toutes leurs terres à cause des bombardements. Donc ils s'étaient réfugiés dans la forêt ou dans des bas-fonds. Donc ils ont eu l'autorisation de repartir sur leurs territoires ancestraux. Et quand je suis arrivé, ils venaient d'une certaine façon de rétablir un peu, de réinventer leur tradition. Alors, ils disaient qu'ils l'avaient réinventé guidés par les ancêtres, qu'eux-mêmes n'avaient rien fait, ils ne s'en souvenaient plus. C'était les ancêtres qui ont guidé à la fois le dispositif circulaire des maisons, les maisons communes au centre, etc. Mais c'était des très beaux villages et des villages qui donnaient, comme disait Lévi-Strauss, une illusion d'archaïque. Parce que ça correspondait, vous le verrez, un peu aux rares photos de cette région qu'on connaissait des années 1920-1930. Et donc, on a l'impression d'un recul dans le temps quand même assez extraordinaire, avec un dispositif, que j'ai écrit ailleurs, qui réjouit n'importe quel structuraliste. Donc, un cercle presque parfait, une maison commune au centre, une cosmogonie organisée autour de cet espace circulaire et de l'espace circulaire qui est répliqué d'ailleurs, parce qu'autour du village, le territoire, d'une certaine façon, est pensé comme circulaire et est pensé comme circulaire autour des montagnes théoriques. Voilà, donc on a une sorte de réinvention donc, dans ces années 80-90 donc de cette tradition. Donc, vous voyez, des belles maisons, ça c'est des maisons communes, maisons sculptées. Et également, comme ces villages, pour la plupart, venaient de se réinstaller récemment, et que la dernière étape qui concrétisait la réinstallation du village était la maison commune. Et donc, c'était le dernier bâtiment qu'on construisait, donc la maison commune qui est au centre. Et quand je suis arrivé, donc dans plusieurs villages, ils venaient de terminer les maisons communes et ils organisaient
donc des grands sacrifices, des grandes fêtes pour célébrer, pour inviter les esprits du territoire à revenir dans le village, les inviter à la maison commune, et pour ce faire, une grande fête avec sacrifice de buffle. Donc, j'ai eu une sorte de fenêtre assez extraordinaire dans ces années 90 de retomber, je dis, sur notamment cette réinvention de la tradition, mais en plus la reprise de rituels qui n'avaient plus eu lieu durant toutes les années de guerre, c'est-à-dire durant presque 30 ans. Et après, même après la guerre, car les villages étaient très pauvres, quasi ruinés par la guerre, et il leur avait fallu quand même des années pour pouvoir racheter des buffles pour des sacrifices, pour pouvoir élever des animaux. Donc là, vous voyez, c'est à Bancandon, vous voyez, donc c'était des belles bêtes. Et donc le village aussi fait de très beaux tissages et donc décore tout pourtour du village avec des tissages faits dans le village. Donc, sacrifice, je dirais, en grande manière, comme on disait, c'est même mieux qu'avant. Les ancêtres nous ont guidés, le cercle est parfait, les guerriers sont, me disait-il, sont même mieux qu'avant. Et vous voyez, donc, quelque chose d'assez spectaculaire et vraiment pas fait pour les touristes, puisque là, ce village a 5 jours de marche, et donc j'étais vraiment le seul étranger. Alors, donc, je reviens sur l'image de départ. Donc, ces sacrifices, donc, à la fois étaient présentés comme la reprise d'une ritualité ancienne qui avait été interrompue durant très longtemps, mais également étaient là pour exprimer la bravoure des guerriers de ces villages. Et vous voyez ici notamment donc, des hommes, en fait, c'est une danse effectuée par un village voisin. Mais donc, le chef du village voisin arbore toutes ces médailles gagnées auprès du Viet Cong et du Pathet Lao. Ce sont des médailles laotiennes en l'occurrence. Et donc les rituels, à la fois, donc, avaient, je dirais, une double portée symbolique, à la fois donc l'invitation des ancêtres, donc remercier les ancêtres de les avoir sauvés, de les avoir aidés à reconstruire le village, et en même temps rappeler qu'ils ont été des guerriers remarquables durant les conflits, la guerre d'Indochine ou la guerre du Vietnam. Alors là, on est dans des villages Katou, et donc, qui sont considérés comme ceux qui se sont le mieux battus, et qui, de ce fait, ont beaucoup de leurs membres qui sont aujourd'hui dans l'armée au Laos. Et donc, ces rituels ont un statut un peu ambigu, parce que à la fois dans le cadre du régime socialiste, ils sont parfaitement interdits, en principe, donc ce sont des superstitions anciennes, archaïques, et il s'agit d'éradiquer ce genre de choses. Mais en même temps, comme beaucoup de gens de ces villages sont dans l'armée, en fait, il y avait très souvent des sous-officiers souvent qui remontaient dans le village et qui participaient à ces sacrifices, parfois la lance à la main. Voilà, alors la question c'est, donc ces gens non seulement étaient des guerriers, mais il y a toute une rumeur, toute une mythologie autour notamment des Katou sur le fait qu'ils étaient des anciens chasseurs de têtes. Et donc c'est là, on voit sur le terrain, et je dirais ce sont mes interlocuteurs, sachant que mes principaux interlocuteurs parlaient le soir. C'est le soir dans la maison, avec parfois un peu d'alcool. On fumait, vous voyez, au bong, c'est-à-dire à la pipe à eau. On se transmet les uns les autres, ce qui m'a permis d'attraper la tuberculose. Parce que, évidemment, c'est de l'eau assez pourrie, tout le monde se repasse le truc, c'est une horreur en fait. Donc après, quand j'avais ma maison, j'avais ma propre pipe à eau et je ne laissais personne me toucher. Mais voilà, donc c'est les vieux, évidemment, du village qui étaient le mieux à même de me dire ce qu'il en était de cette réputation de chasseur de tête.
Et donc, j'ai retranscrit pas mal d'histoires. Et notamment, une fois, on a organisé une grande séance autour de moi. Ils étaient 50, et il y a un vieux qui est venu et qui m'a raconté un mythe en me disant qu'une fois, dans le village Katou, ils avaient voulu sacrifier un homme. Et tout à coup, il y avait eu un orage absolument terrible, etc. Donc, il s'est dit que c'était peut-être pas, ça ne suffisait pas, l'esprit n'était pas content. Donc, ils en ont sacrifié 2, et puis l'orage était encore plus fort, le vent s'est levé, les toits. Donc, ils en ont sacrifié 3, puis 4. Et là, le village a commencé à s'enfoncer. Et donc, ils ont fait venir des médiums. Et les médiums ont dit l'esprit déteste l'humain. Il vous interdit de sacrifier des humains et il vous ordonne de ne sacrifier que des buffles. Donc, c'est un récit qui a pris 1 heure raconté par le vieux, etc. Alors, évidemment, c'était un récit, on pourrait dire, par des dénégations. Quand on nie quelque chose, on peut toujours penser qu'il y a une part de vrai derrière. On m'a raconté par ailleurs des histoires de vengeance entre villages et des histoires de transactions qui sont mal passées. Ils ont troqué des buffles contre des tissages et puis les buffles étaient malades, ou alors des jarres et les jarres étaient cassées. Et donc parfois, c'était très mal terminé. Et je me souviens que dans un village, un vieux m'a dit tiens, oui, ceux du village là, ça s'est mal passé, donc leur tête est à l'entrée du village, leurs jambes sont là-bas, leurs mains sont là. Voilà. Donc, mais eux-mêmes niaient tous farouchement avoir jamais été chasseurs de tête. Et donc, je n'ai pas su trop quoi en penser durant des années. Et même, par exemple, dans cet article que tu citais, j'étais moi-même assez ambigu, puisque je parlais quand même du fait qu'ils avaient pratiqué la chasse aux têtes, sans en avoir vraiment de preuves. Mais il faut dire que l'entourage laotien et vietnamien était évidemment allé dans ce sens. Donc, même, je me souviens, la première année, quelqu'un du gouvernement provincial, province où j'habitais, m'a dit surtout n'allez pas chez les Katous, c'est des chasseurs de tête, c'est extrêmement dangereux pour vous. En plus, ils détestent les Français, ils ont de très mauvais souvenirs des Français. Et les Vietnamiens donc, racontaient aussi beaucoup d'histoires sur la chasse aux têtes chez les Katous, etc., mais sans jamais aucune véritable substance. Voilà, donc là, ça c'est des séances. Donc le soir, je dis mes interlocuteurs, quand même les plus fiables, hein, c'était des vieux. Donc celui-ci était crédité de plus de 90 ans. Donc comme il n'y a pas d'état civil, c'est difficile de savoir. Lui était un des grands chefs de Katou de la région et avait, dit-on, soulevé une dizaine de villages Katou pour aller du côté du Viet Cong, se battre du côté du Viet Cong. Voilà. Et donc, tous ces gens racontaient le soir, après le dîner, parfois jusqu'à 10h ou 11h du soir, on racontait des histoires. Donc, j'en étais là et je veux dire que c'était difficile de se faire une opinion parce que eux n'avaient pas de souvenir donc, d'aucune chasse aux têtes. Et de fait, toutes les histoires qu'on me racontait étaient des histoires très ponctuelles qui correspondaient à des accidents, à des incidents et qui ne prenaient jamais aucune forme réellement ritualisée. Je vais parler de rituels. Autant, si vous voulez sacrifier des buffles, sacrifier même des cochons, etc., il y a tout un rituel qui est parfaitement défini. Là, ce n'était que des accrochages, je dirais, qui se terminaient mal, y compris des accrochages avec les Français. Les gens de la province avaient raison, puisque l'une de mes premières missions, j'étais allé jusqu'à la frontière vietnamienne, district qui s'appelait Samoy, et je suis reçu dans le village par le chef du village, et qui, durant quasiment tout le dîner, pense que je suis russe, parce que pour lui, il n'y avait que des Russes qui pouvaient, à l'époque de la guerre du Vietnam, circuler dans ces coins. Puis au bout d'un moment, on lui dit non, mais vous savez, les Français,
il interrompt tout et il se lève, il se dresse devant moi et il me dit, alors je ne parlais pas du tout la langue à l'époque, donc j'avais un traducteur là-haut qui était de plus en plus blême et il me dit, ah, mais écoutez, je suis très heureux de voir un Français. La dernière fois que j'ai vu un Français, j'étais enfant, j'étais à côté de mon père et le Français a mis une balle dans la tête de mon père. Bon, ce qui était évidemment ce qui créait une certaine ambiance. Et après, il m'a dit, si vous êtes venu pour rechercher les restes là, vous ne le trouverez pas, parce que là aussi, comme on a mis la tête dans un coin, on a mis là, et j'ai sa plaque, mais elle est enfouie et vous ne la trouverez jamais. Je n'étais pas venu du tout pour ça, que je n'étais absolument pas pour ça. Hein. Mais c'était une époque où les Américains qui avait donc beaucoup bombardé cet endroit de la piste Ho Chi Minh et qui, de ce fait, avait eu aussi beaucoup d'avions qui s'étaient fait abattre dans cette région, recherchaient leur Missing in Action, MIA, et donc qui rôdaient un peu partout dans les villages avec un petit hélicoptère pour essayer de retrouver des restes de pilotes américains abattus dans la région. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, pour dire un peu l'ambiance dans laquelle tout ça se passait. Du coup, je suis retourné un peu dans les archives pour essayer de comprendre d'où venait cette réputation de chasseur de tête, parce que tout le monde le disait, en tout cas côté vietnamien et russien, mais tout le monde sait que ce sont des chasseurs de tête, et même les Français le disaient. Et donc, je suis retourné aux archives d'Aix-en-Provence et aux archives militaires qui étaient à Vincennes, donc aux archives coloniales, aux archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence et aux archives militaires qui, à l'époque, étaient à Vincennes, qui ont peut-être déménagé d'ailleurs. Elles sont toujours là. Voilà. Et donc, on va remonter un peu dans l'histoire, je dirais, des essais comment dire, de soumission de cette région par les Français. Alors, en fait, la Haute-Sékong, où se trouve la Sékong, c'est cette rivière qui se jette dans le Mekong au Cambodge et qui part en fait de la frontière ici entre le Vietnam et le Laos. Et on est au point le plus haut de la chaîne anémitique dans cette région. Donc, c'était crédité 2500 mètres, ça s'appelait l'Atuat par les Français. En fait, après, on s'est aperçu que c'était un petit peu moins haut, mais enfin, c'est une barrière quand même, c'est un massif de l'Atuat très infranchissable, où les Français ont essayé de trouver des passes, on verra, et finalement, ils n'en ont jamais trouvé. Enfin, ils en ont trouvé au nord et au sud, mais pas vraiment à ce niveau-là. Et donc, cette Haute-Sékong, toute cette région de la Haute-Sékong, est restée le dernier carré en blanc, en fait, sur la carte coloniale française jusqu'en 1940, c'est-à-dire jusqu'avant que le Viet Minh commence à prendre position, à se mettre en forme, et juste avant, en fait, les débuts des affrontements en 1945. Donc, vous voyez, ça, ici, c'est le sud du Laos, ici, c'est le Vietnam. Et il y a deux massifs donc, dans le sud du Laos. Il y a le plateau des Boloven, mais qui est un plateau, je dirais, qui est presque un plateau de communication qui est très facilement franchissable. Et puis, il y a la Haute-Sékong, qui est une sorte de verrou que les Français vont essayer de franchir ou de coloniser durant des années. Donc, il y a eu d'abord une première reconnaissance à la fin des années 1800, 1890, à la fin du 19e siècle, par donc le capitaine Malglaive. Ici, si j'arrive à enlever cette barre, ça serait mieux. Voilà, le capitaine de Malglaive, et par Monsieur Odendaal, et qui tous deux, en fait, appartenaient à la mission Pavie. Alors, la mission Pavie a été organisée par les Français pour conquérir, en fait, pacifiquement, a-t-on dit, les territoires du Cambodge et surtout du Laos, et
en vue de leur colonisation, ou en tout cas d'instaurer un protectorat. Donc c'est juste avant en fait la mise en place du protectorat, c'est une mission de reconnaissance. Et les Français étaient particulièrement intéressés par le Vietnam. Le Laos était plutôt considéré comme un État, un pays tampon, une sorte de tampon entre le Siam et le Vietnam. Donc les Français étaient intéressés économiquement par le Vietnam, culturellement par le Cambodge, et en général, ils trouvaient le Laos très sympathique. Mais c'était un peu une punition pour un administrateur français d'être nommé au Laos. Donc, toujours est-il qu'il y a eu donc, des reconnaissances, et ce qui intéressait les Français d'abord, c'était de pouvoir traverser justement la chaîne anémitique et d'établir des liaisons entre le Vietnam et le Laos, donc à travers cette haute Sékong que vous voyez ici. Donc, première mission en 1890-91, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ils arrivent à traverser assez facilement. En 15 jours, ils sont de l'autre côté, sauf que ce sont des passes quand même difficiles. Et ils reconnaissent qu'on ne peut pas vraiment établir de route ni de trafic commercial par ces voies. Et ils visitent quand même tous les villages, tout un tas de villages donc, dans cette haute Sékong, et qu'ils décrivent comme étant des villages assez prospères, des villages fortifiés souvent, des villages avec beaucoup de monde, une population assez dense, parfois un demi-millier de personnes dans un village, et des villages riches avec des cultures sur brûlis mais assez abondantes, des animaux d'élevage assez abondants aussi, etc. Donc une région finalement assez prospère, mais totalement insoumise. Ensuite, donc, on a installation donc, du système colonial. Les Français prennent possession donc, du Cambodge et du Laos. Et donc, dans les archives, on a les premiers rapports des administrateurs. Donc là, le commissaire de Saravan au résident supérieur au Laos, et qui lui fait un rapport justement sur des essais d'incursion dans cette... Alors, dans un premier temps, je veux dire, on traverse les premières missions, on traverse ces régions sans problème. Alors, il faut dire qu'ils sont à chaque fois accompagnés d'une cinquantaine d'hommes armés. Ce sont de véritables colonnes, ce qui est évidemment assez dissuasif par rapport aux villageois. Ensuite, quand ils essayent donc, vraiment de s'installer dans ces régions, donc les commissaires installés dans les provinces ont beaucoup moins de moyens, et donc ils se heurtent soit à l'hostilité des villageois, ou alors les villageois partent dans la forêt, donc ils s'en plaignent énormément, ou alors ils arrivent et les villages sont décrétés kalam, c'est-à-dire interdits. On leur dit ben non, vous ne pouvez pas, il y a un interdit sur le village, vous ne pouvez surtout pas le transgresser, sinon ça va très mal se passer. Et donc il y a toutes ces archives donc des commissaires français donc du sud Laos traduisent à la fois un peu leur impuissance à rester dans ces villages, et par ailleurs aussi je dirais, une confusion dans les noms des populations. En fait, la plupart de ces populations se distinguent par le nom du village. Donc, et même encore aujourd'hui, dans Haute-Sékong, les gens s'appellent par le nom du village et ne se donnaient pas, je dirais, d'ethnonymes. Donc, les ethnonymes sont peu à peu élaborés par les Français sur une base vaguement ethno-linguistique, mais très floue le plus souvent. Et on voit dans les dépêches que pour un village, un jour, ils parlent de Die, le lendemain, ils vont dire que c'est un village Kontu, etc. Donc, on est encore dans une méconnaissance assez considérable de ces villages. Mais ce qui les frappe surtout, c'est que toute cette région donc, est largement insoumise. Donc, vous voyez, là sur cette carte, donc, qui date quand même des années 1933-1934, toute cette région, donc le carré, vous voyez tout à l'heure, c'est ici,
toute cette région est considérée soit comme insoumise, soit même tribu très sauvage. Et les tribus très sauvages sont celles du massif de la Touat, que je mentionnais tout à l'heure, et qui correspondront plus tard, effectivement, aux Katou. Donc, on en est là. Et quand, en 1914, il y a un administrateur colonial qui s'appelle M. Sony, qui fait une conférence à Hanoï sur cette région où on a fini par installer un poste. On a fini par installer un poste à Ndiem. Je montrerai la carte tout à l'heure. Et il parle cette fois pour la première fois de Moi Katou. Kra, ça veut dire sauvage en laotien, donc Kratou. Et surtout, pour la première fois, il parle de crimes rituels qui seraient imputables à ces populations. Alors, on est 1914, Fraser, le rameau d'or vient d'être publié, donc il y a toute une sorte de mythologie mondiale qui est mise tout à coup à disposition. Surtout, en plus, Fraser est très vite traduit en français, donc beaucoup de gens le connaissent. Donc, des rituels, parmi les crimes symboliques que met en avant Fraser, ce sont ces crimes rituels qui sont censés être des crimes gratuits. Hein. Donc, il peut y avoir quelques raisons, mais on pense surtout que ce sont des crimes gratuits, qu'on cherche du sang de façon rituelle pour l'offrir à la terre, pour l'offrir à tel esprit, etc. Et donc, à partir donc, de Sony, de 1914, il y a toute une rhétorique qui se met en place sur les crimes rituels dans cette région et qui peu à peu vont être attribués plus spécifiquement aux Katou, au point d'être des attributs quasiment pour désigner les Katou. Alors, c'est assez intéressant parce que, en fait, ces accusations ont suivi, ont remonté le fil de la colonisation. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des populations appelées Stieng, qui sont en partie Cambodge, surtout Cambodge, Vietnam, qui ont résisté à la colonisation. Donc on les accusait aussi d'être des découpeurs de tête, d'être des sanguinaires. Là, bon. Puis on a réussi finalement à les soumettre, entre guillemets. Donc ensuite, on est passé au suivant, qui étaient les Sedang. Alors, les Sedang, pareil, étaient accusés, et encore aujourd'hui d'ailleurs, un peu comme pour les Katou, on dit qu'il y a des crimes absolument abominables, une ritualisation dans la chasse aux têtes affreuse. Là. Bon, puis les Sedang ont été colonisés et ensuite on est arrivé donc, dans ce dernier carré. Et donc ça a été les Katou et leurs voisins qui sont les Diés. Et là, c'est en fait, au départ, c'était plutôt les Diés qui étaient désignés comme chasseurs de sang, mais peu à peu, ça va être dirigé plus spécifiquement vers les Katou. Quelqu'un qui va jouer un rôle pour confirmer ça aussi, ça va être un géologue qui s'appelle José Hoffet. Le nom de l'école française au Laos aujourd'hui porte son nom, l'école Hoffet, et qui est un géologue qui est aussi connu parce qu'il a trouvé des dinosaures au Laos. Mais par ailleurs, il s'intéressait à l'histoire et à l'ethnologie de la région. Et en 1930-1931, donc 40 ans après Odendaal et d'autres, il a à son tour essayé une traversée donc, de ce carré insoumis. Et donc, c'est lui qui a donné ces ethonymes. Donc, il parle de Kao, il ne parle pas de Katou. Et lui aussi a été frappé par toute cette mythologie des sacrifices de sang offerts à la terre. Et là aussi, donc, il le rapporte à Fraser, il le rapporte aussi à des chasseurs de tête en Nouvelle-Guinée, etc. Et donc, tout cela prend de l'ampleur. Et d'une certaine façon, je dirais qu'il y a un certain chic colonial à avoir chez soi aussi des chasseurs de tête. Les Indonésiens en avaient en Indonésie, les Dayaks, les Anglais avaient les Nagas
avec les Nagas en Birmanie et en Assam. Et nous, ça y est, voilà, les Français ont aussi leurs chasseurs de tête. Cela dit, ça va assez mal se passer dans les années 30, parce qu'il y a eu en fait auparavant une révolte sur les Bolovènes, sur le plateau des Bolovènes, etc. Un plateau très accessible. Et cette révolte a été réprimée très violemment par les Français. Et le principal meneur de la révolte s'est réfugié justement dans Lao Tse-Kong, dans ce cas. Et donc, on envoie des troupes, donc notamment le chef de bataillon en Nio, ici, donc vous voyez, dont j'ai retrouvé le rapport, j'ai l'original du rapport, donc toute sa campagne militaire dans les années 30 contre ces villages, où il n'y avait pas de main morte, c'est-à-dire qu'on brûlait des villages, si jamais la population s'était enfuie, on brûlait tout. Si elle était encore là, on l'obligeait à se soumettre, on plantait le drapeau français. Enfin, c'était quand même, voilà, et c'était quand même assez violent. Et finalement, ils réussissent à capturer Komadam, hein, donc le meneur, on était en français, de cette rébellion. Et il le tue donc lors de cette colonne qui est envoyée dans la Haute-Sékong. Alors, vous voyez là ici, parallèlement à cette action, se poursuivait les soumissions des peuples Atkra habitant la région de la Haute-Sékong et la Haute-Sépone, Alak, Kantu, Pako. Donc, l'ethnonyme, là aussi, on dit Kratu, Katu, Kantu. Ça ne cesse de varier. Et là, on a une monographie de la même époque de la province de Saravan qui est rédigée par le commissaire, ce qu'on appelait les administrateurs commissaires de cette province, et qui, lui, donc délimite une zone Kantu et Talieng. Mais on est encore dans un certain flou, malgré la violence de cette colonne qui s'est... Toujours est-il qu'on décide, pour tenir la région, d'implanter des postes militaires. Et donc, vous voyez, les petits drapeaux concrétisent en fait des postes militaires qui sont implantés peu à peu. Donc, dans la région de la Haute-Sékong, côté laotien, ça va être le poste de Van Tampril, et côté vietnamien, le poste de An Diem. Et c'est M. Soni, on a vu tout à l'heure qu'il était l'inventeur de crimes rituels chez les Katu, qui va être le responsable de ce poste. Sauf que on construit à ce moment-là cette route numéro 14 qui traverse les territoires Dié et Katu. Et les Katu et les Dié sont accusés de faire régulièrement. Alors d'abord, ils refusent d'aller travailler sur les chantiers. Il y a des descentes qui sont faites dans les villages pour amener les hommes, les corvées, travailler sur les chantiers. Donc, ils refusent la plupart du temps d'aller travailler sur les chantiers. Donc, les Français sont obligés d'amener des gens de beaucoup plus loin, ce qui les contrarie beaucoup. Et par ailleurs, il y a des attaques régulières sur les chantiers de la part des Dié et des Katu. Donc, ils décident d'avoir un nouveau poste, plus dans les terres, plus proche des villages Katu les plus reculés, et c'est le poste de Baniem ici, et qui est administré par un jeune inspecteur de la garde indigène qui s'appelle Jean Le Pigeon. À cette époque, il n'est pas encore inspecteur, il n'est que garde principal de la garde indigène. Alors, la garde indigène, c'était donc des sortes de milices composées essentiellement de populations de ces ethnies qu'on avait soumises et dont on était à peu près sûr. Alors, notamment, il y avait beaucoup de radés qui étaient la population qui s'était rangée côté des Français le plus tôt, mais il y avait aussi des Sedang, et là, en l'occurrence, avec le Pichon, ce sont surtout des Sedang, donc soumis, et qui constituaient la garde indigène, et il y avait en général à leur tête un garde principal ou un inspecteur colonial. Et donc Jean Le Pichon va être nommé donc, dans ce poste avancé de Baniem, chez les Katu,
et va se passionner pour les Katous et va écrire, va faire paraître un numéro spécial du Bulletin des Amis du Vieux Hué, qui est une des revues coloniales, je dirais, qui correspond à une société savante, la Société des Amis du Vieux Hué, et va donc en sortir un numéro spécial en 1938 qui va faire sensation et qui s'appelle Les Chasseurs de sang. Donc, c'est un gros article, je dirais, avec beaucoup de photos. Et là, donc, on voit les photos en fait de son poste. Et il va décider de construire son poste à la manière Catou. C'est-à-dire, il va faire construire donc, une maison commune Catou, il va faire construire des grandes cases, comme il dit, Catou, et il va inviter à son poste des Katous. Donc ici, vous voyez, des partisans du chef de poste, qui sont partisans depuis 3 mois, et qui ont fait porter un grand drapeau français. Et il va se prendre, je dirais, de sympathie pour les Katous, dit-il. Il fait une présentation très bienveillante, très empathique, très passionnée de cette culture Katou. Alors, il faudrait qu'on est dans les années 30. Donc, les expositions coloniales sont passées par là. Donc, on commence à s'intéresser aux cultures d'Afrique, aux cultures indigènes d'Asie. Donc, Fraser, l'ethnologie, commence à être connue. Et donc, on n'a plus du tout la même approche à la fin du 19e siècle, ou même au début du 20e. Et c'est assez intéressant parce que le village, les maisons, l'art Katou, que Jean Le Pichon met en exergue en disant que c'est quand même tout à fait remarquable comme construction, etc., les mêmes étaient présentés comme grotesques par Odendal ou par les premiers administrateurs en 1900, etc., en disant, bon, ces maisons ont des sculptures absolument abominables, c'est des danses de sauvages, etc. Enfin, tout est décrié. Et là, tout à coup, tout est magnifié. Le village, les maisons, les chansons. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, comment il a pu recueillir ces chansons, parce que lui-même a essayé d'apprendre le Katou, mais il reconnaît lui-même qu'il n'est pas allé très loin. Et il passait par des traducteurs, soit Sedan, soit vietnamiens, qui eux-mêmes parlaient à peine Katou. On peut toujours se demander comment il a réussi à... C'est très ennuyeux cette barre. Comment est-ce qu'on peut... Bon. Et donc lui, je dirais, cette fois, donc, parle de chasseur de sang et revient plus en détail, beaucoup plus en détail que Sony, sur des prétendues expéditions de sang. Donc, vous voyez, avec des phrases assez frappantes. La grande loi Katou et que le sang appelle le sang, on comprendra combien cette malheureuse race se décime elle-même. Il y a des guerres de village qui durent depuis des années. Ils ont tué des hommes chez nous, nous vont tuer à notre tour. Pour que les génies soient satisfaits, il faut que le sang soit répandu. Chaque guerrier transperce le malheureux de plusieurs coups. Heureux, celui dont le fier de lance sera taché de la rouille de sang humain. Le corps est ensuite abandonné sur place sans être dépouillé. Et en fait, tout est contradictoire parce qu'ils sont accusés d'être des chasseurs de tête, mais en même temps, on dit qu'on ne touche pas, on plante juste la lance pour récupérer du sang. Parfois, on dit qu'on ramène les malheureux. Il y a toute une mythologie qu'on ramène, qu'on pique dans les villages des paysans vietnamiens et qu'on les ramène au village, qu'on les attache au poteau de sacrifice comme un buffle, etc. Et puis, en fait, non. Voilà, donc en fait, le corps est abandonné sur place, mais pour que le sacrifice soit complet, il fallait se tremper les mains dans le sang sans barbouiller le visage. Et dit-il lui aussi, il est impossible au sujet de ces sacrifices sanglants de ne pas faire un rapprochement avec les coutumes des coupeurs de tête de Nouvelle-Guinée ou celles des tribus sauvages de Bornéo et jadis de Sumatra. Il présente un des grands progrès apportés par les Français, donc par lui-même, le fait qu'ils organisent des rituels à leur poste de sacrifice de buffle qui sont censés remplacer les sacrifices humains. Alors là, en fait, la seule preuve, plus ou moins,
c'est un poteau de sacrifice, un poteau en fait dans la forêt où il y a un crâne. On ne sait même pas si c'est un crâne d'homme. Et donc c'est même pas lui d'ailleurs qui a pris la photo. Donc c'est un peu l'espèce de seul témoignage qu'il est d'une sorte de pratique de coupe de tête, alors même que dans son texte, il explique que donc on ne coupe pas des têtes. Voilà. Et donc le buffle a un prétendu substitut. Et comme je l'ai dit, donc on est incapable de retrouver aucun document, aucun témoignage de forme ritualisée de chasse aux têtes, de chasse de sang. Mais en revanche, Jean Le Pichon et les autres administrateurs coloniaux organisaient des rituels, et étaient des grands metteurs en scène de rituels dans leur poste. Et donc, ils organisent des grands rituels de sacrifice de buffle, vous voyez, avec donc des guerriers qui peuvent qui rappellent tout à fait ce que j'ai vu lors des danses dans mes villages. Et surtout cette femme qui aura un devenir assez considérable. En fait, les femmes qui dansent comme ça, les femmes ne sont pas censées danser lors des sacrifices de buffle, sauf les médiums. Et donc, cette femme est une médium et qui danse pour faire venir son esprit, en fait. Et Le Pichon sera tout à fait fasciné par ces femmes médiums et organisera des danses de femmes médiums qui seront ensuite reprises, on verra, par les Vietnamiens. Alors, Jean Le Pichon, je dois m'arrêter à midi, c'est ça? Donc, il faut peut-être que j'accélère. Donc, Jean Le Pichon produit ce fascicule qui aura un grand succès parmi les lecteurs de la colonie. Mais il produit aussi sur le tard, et malheureusement, je ne pensais pas encore vivant, en fait. Il est mort à presque à 98 ou 99 ans. Et en fait, il était encore vivant quand moi, j'étais sur le terrain. Et je ne l'ai su qu'après par sa famille, et qui m'a confié que les dernières années de sa vie, il avait reconstitué un journal, tout le journal de marche, enfin un journal plus large d'ailleurs de toute sa vie passée en Indochine, mais notamment une grosse section dévolue à son passage chez les Catou avec énormément de photos, donc certaines qui ont été reprises dans l'article des Amis du Vieux Hué, mais pas toutes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il décrit de façon très franche, en fait, tout ce qui s'est passé, alors à la fois son amitié, croit-il, avec un chef Catou d'un village qui vraisemblablement à cause de cela est assassiné en fait au cours de son séjour. Donc on est quand même toujours dans des relations tendues, même si lui essaie de présenter ça comme des relations amicales, et il le souhaite d'ailleurs, il est tout à fait sincère. Et il est appelé plusieurs fois à rejoindre des colonnes de répression, parce que juste en dessous de la région de Catou, il y a une sorte d'insurrection chez les Dié, il y a quelque chose, Sanbran, il y a une sorte de mage, disent les Français, qui prétend faire des miracles avec de l'eau lustrale, etc., et qui monte en fait des villages entiers contre les Français. Donc les Français décident de mener donc une campagne de répression dans cette région. Jean Le Pichon est convoqué et il est avec un de ses collègues qui s'appelle Deloustal, et il raconte qu'en fait il y avait deux meneurs, qu'ils arrivent à les attraper, et que son collègue Deloustal, vous voyez ici, Deloustal les a attrapés et décapités de sa propre main. Donc chez les chasseurs de sang, donc voilà, donc les militaires français, l'administrateur, l'inspecteur de la garde indienne français. Donc, alors, juste ça, c'est intéressant parce que ces mémoires, le journal de Le Pichon a été publié aux Indes savantes il n'y a pas très longtemps, et on voit la même phrase.
Et de Belzaraga sont revenus maintenant où de Loustal les a attrapés et décapités de sa propre main, et là où de Loustal les a attrapés et tués. Et c'est tout ce qui est dit. Et pareil plus tard, parle de la vérité en tuant Diane et Nuc, la folie sanguinaire de Loustal, les décapitant sans même les interroger, et ceci par stupide vanité, pour montrer et pour se prouver à lui-même qu'il était un dur, a détruit toute possibilité de faire la lumière sur cette délirante aventure. Et là, évidemment, la publication dit leur mort a détruit toute possibilité de faire la lumière sur cette délirante aventure. C'est-à-dire le fait que donc un inspecteur de la garde d'hygiène français lui-même s'est transformé en coupeur de tête, et évidemment disparaît. Alors bon, disparaît de la publication. Alors, c'est pas Jean Le Pichon lui-même, puisqu'il était décédé, ce sont ses descendants, et je pense que, et je les connais, et je pense qu'ils ont fait ça moins par censure que pour protéger la famille des descendants du dénommé de Loustal, voilà, qui était une famille assez connue en Indochine. Toujours est-il que les Catous, donc grâce à l'écrit de Le Pichon, deviennent assez célèbres dans toute la colonie. Les Amis du Vieux Huet, c'était une revue donc semi-savante que tout public cultivé, je dirais, dans la colonie lisait, etc. Et donc le petit opuscule de Le Pichon, ces photos circulent très très vite, circulent un peu partout. Et en plus, l'école française d'Extrême-Orient lui apporte une sorte de caution scientifique. D'abord, l'un des membres de l'école, Louis Beauzassier, qui est un spécialiste d'histoire de l'art, publie donc une note sur les tatouages d'Emoy Catou à partir des photos de Le Pichon, donc une sorte d'article scientifique. Et un autre qui est un archéologue, qui s'appelle Claes, publie aussi un article sur les chasseurs de sang. Et voilà, et donc on a non seulement, donc, je dis, une espèce de succès populaire de l'écrit de Le Pichon, tout le monde parle des Catous tout à coup, et en même temps donc une sorte d'aura scientifique qui est donnée au travail de Le Pichon par l'école française d'Extrême-Orient, sachant que cet opuscule de Le Pichon est tout à fait intéressant et est assez remarquablement écrit de la part de quelqu'un qui est garde principal de la garde indigène. Enfin, c'est un écrit, et Le Pichon après écrira d'autres choses tout à fait remarquables. Toujours est-il qu'à la fin des années 39, donc une nouvelle répression, une nouvelle insurrection éclate, cette fois dans le pays Catou, et on demande à Le Pichon de retourner. Donc, Le Pichon, depuis son poste, il avait fait déjà deux missions dans les villages les plus éloignés. Ça s'était assez bien passé. À chaque fois, il avait organisé des sacrifices de bûches. Donc, il ne venait pas des mains vides, il venait avec des bûches, il venait avec de bibelotterie, etc. Et cette fois, on lui demande de repartir dans ces villages, mais avec une colonne armée. Et en fait, il se fait flécher. Il se fait flécher sur le chemin. Et il est laissé pour mort durant plusieurs jours. Il reste dans le coma. Et finalement, on arrive à sortir du coma. Il est évacué sur Hué. Et il sort du coma après plusieurs semaines. Et dans son journal, il dit qu'il a appris que par réaction, évidemment, les Français avaient envoyé une colonie punitive et que quasiment tous les villages où il avait travaillé avaient été rasés et brûlés par les Français. Il dit, je me réveille, j'apprends cette horreur. Non, mais... Et là, vous voyez, donc, pareil, ça c'est dans les cahiers c'est pas dans le bulletin de l'école française d'Extrême-Orient, mais c'est dans les cahiers de l'école française d'Extrême-Orient. Non, l'attaque récente dont M. Le Pichon retourne une mission de massif inconnu de la Toulouse en Annam a été victime, le prouve, donc telle la dangerosité, l'hostilité encore des populations de cette région.
Donc, ce que je disais, c'est les célébrités et disparitions, parce qu'on est à la veille. On est à la veille de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et plus personne ne retournera en fait dans ces coins. C'est-à-dire que ce carré qui était resté en blanc sur la carte coloniale, en gros jusqu'en 1936-1937, 2 ans après donc les expéditions de Pichon, redevient blanc. Plus personne de la colonie n'y retourne. Mais les Katous donc sont rentrés dans l'imaginaire colonial, et vous voyez que durant la guerre d'Indochine, là on a 2 témoignages, donc le général Jean Marchand, Jungle Boy, qui était donc un des acteurs de la guerre d'Indochine, et qui fait un livre pour rappeler ses expéditions militaires dans les jungles, etc., mais qui consacre tout un chapitre aux Katous chasseurs de sang, où il n'est jamais allé. Et donc, là aussi, Jacques, là, le mythe enfle, donc là, il donne des détails. Voilà. En fait, on les contraint à tuer non pour voler, mais uniquement pour répandre le sang humain afin d'apaiser les génies ou de les rendre favorables à leurs entreprises. Le choix de la victime est laissé au hasard ou subordonné à un art. L'exécution est décidée par des anciens réunis autour d'une jarre d'alcool de riz. Ils appellent de leurs cris dont la tonalité monte au fur et à mesure que la jarre se vide. L'âme des morts qu'ils consultent, les guerriers passent ensuite à l'action. Ils le font sans mérite et lâchement parce qu'il y a toute une sorte de délire imaginaire qui se monte autour des Katous dans les années 50-60, et en fait on verra que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Pareil, alors côté militaire français, mais côté des missionnaires aussi. Donc l'étiquette en peu pitié, Simoneau, qui a été au Garlac chez les Badards, et qui écrit les chasseurs de sang assassinent sans vengeance ni larcin, rien que pour apaiser les esprits. Donc tout le monde répète un peu les mêmes choses. Leur façon, leur manière de pratiquer le sacrifice humain serait parfaitement ignoble. Et n'ont jamais eu aucune trace de sacrifice humain, aucun rite, rien n'est jamais décrit, sauf donc une espèce de rumeurs, de mythes qui en font. Et d'ailleurs, il y a une, je ne sais plus si c'est l'édition d'après ou l'édition d'avant de ce livre, où il disait, la dernière, il finissait ce chapitre en disant la dernière demeure du diable est chez les Katous. Et donc les missionnaires américains ensuite ont pris le relais durant la guerre du Vietnam, donc Victory in Vietnam, c'est-à-dire ce qui fait sourire aujourd'hui évidemment, de la part de missionnaires américains. Et Victory in Vietnam, en fait, c'est un livre sur tous les évangélisations réussies qu'ils ont menées durant la guerre du Vietnam. Et donc là, on le voit, donc ça c'est Gordon Smith, Mrs. Gordon Smith, qui raconte comment son mari a failli, c'est aussi Reverend Smith will be precious victim for blood sacrifice, où il s'aventure un jour dans un village Katou, donc un village Katou pas du tout éloigné, très près en fait des villages vietnamiens, et tout à coup il a l'impression qu'on l'encercle, etc. Et il raconte qu'en fait, vraisemblablement, comme dans Winnetou l'Indien, un truc comme ça, on a voulu le mettre dans une espèce de grande marmite et le faire rôtir, le faire bouillir avant de lui couper la tête. Et donc, il y a tout un délire, dans les écrits missionnaires qui est absolument extraordinaire. Et voyez, et donc ça continue jusqu'à ce jour, puisque donc vous avez donc, c'est un peu flou, j'arrive plus à lire. Donc cette mission, vous avez des missions, mission Joshua, etc., qui en fait établissent des fiches population par population, en fait, groupe ethnique ou minorité ou tribu par tribu. Et donc là, c'est une fiche qui date de 2004, donc qui est pas très ancienne, et où il est marqué qu'on sait que les Katous étaient encore
pratiqué encore des sacrifices humains récemment, en 2004. Donc, piste Ho Chi Minh, donc on est en pleine guerre, donc années 60, années 70. Donc les Katou, vous voyez, sont vraiment, les Katou sont ici, donc vraiment en plein milieu de ces pistes. Et là aussi, donc il y a une floraison de mythes de têtes coupées, et je dirais un peu dans tous les sens. Donc évidemment, il y a toute une littérature de guerre sur la guerre du Vietnam par d'anciens, en général anciens officiers ou sous-officiers américains, et ce sont des livres assez faciles à lire où régulièrement revient le fait que justement dans la région, dans les hauts plateaux derrière Hue Da Nang, etc., il y avait des coupeurs de tête, que des aviateurs américains qui ont eu le malheur de se faire abattre dans ces régions. On sait très bien qu'il y a eu des témoignages comme quoi immédiatement on s'était rué sur eux, on leur avait coupé la tête. Donc il y a ça, toute une littérature américaine là-dessus. Il y a aussi une littérature sud-vietnamienne sur le fait que les Nord-Vietnamiens auraient coupé des têtes aux Sud-Vietnamiens, aux soldats sud-vietnamiens dans tout un tas de conflits. Les Vietnamiens eux-mêmes expliquent que les Américains avaient peur des Katou parce qu'ils savaient que c'était des chasseurs de têtes, etc. Et donc tout le monde répétait que c'était des chasseurs de têtes. Par ailleurs, il y a aussi des témoignages comme quoi, côté américain d'ailleurs, sur la guerre du Vietnam, certains pilotes d'hélicoptères qui coupaient des têtes aussi et qui les accrochaient aux patins de leur hélicoptère pour effrayer l'ennemi. Donc il y a une sorte de tête coupée un peu dans tous les sens, mais de fait, à chaque fois, c'est ramené à l'ethnonyme Katou, et c'est les Katou qui, à chaque fois, se retrouvent être les dépositaires, en principe, de cette tradition. Alors, quelqu'un qui a beaucoup contribué à ça est une missionnaire qui s'appelle Nancy Costello. En fait, c'est une missionnaire linguiste. Je ne sais pas si vous connaissez le Summer Institute of Linguistics, qui forme des linguistes qui ont pour mission de traduire la Bible dans toutes les langues du monde. Non seulement les grandes langues, mais y compris des langues de minorités. Et donc, ils sont linguistes et missionnaires, ou missionnaires et linguistes. Et donc, ils ont été très nombreux durant la guerre du Vietnam, et ils étaient dans ils travaillaient dans des camps où on avait déplacé les gens justement des hauts plateaux qui étaient où les Américains répandaient du défoliant, etc. Donc on les mettait d'une certaine façon à l'abri, mais c'était aussi pour des raisons stratégiques. Donc ça s'appelait des strategic hamlets, des hameaux stratégiques. Et les linguistes du SAR ont beaucoup travaillé dans ces hameaux stratégiques pour recueillir donc des données linguistiques sur les langues des minorités, mais aussi des rites et des mythes. Et donc Nancy Costello, alors, elle franchit un pas de plus parce qu'elle fait tout un article sur donc les rituels sanguinaires Katou, où là elle ajoute aussi que en fait les Katou vont prendre des enfants en bas âge chez les Vietnamiens ou dans d'autres tribus, qui les égorgent, ensuite qui les ramènent dans des hôtes, qui les ramènent au village, et qu'au village donc on leur coupe la tête, que la tête est mise comme sert de fondation à une nouvelle maison, etc. Enfin, il y a une espèce de délire là aussi imaginaire, et elle a fait plusieurs articles je dirais de cet acabit, tout en publiant à côté donc des articles de linguistique assez honorable et utile, en tout cas pour moi, ayant travaillé parmi ces populations. Quelqu'un d'autre donc qui s'est passionné pour les Katou aussi, qui était Gerald Cannon Hickey, qui était un ethnologue, mais qui travaillait pour la Rand Corporation, qui était en fait très liée à la CIA. C'était en principe, Rand Corporation, c'était
en principe de la coopération, mais c'était aussi du renseignement. Et donc, lui n'a jamais pu aller, il est allé 2 jours, je crois, enfin, même pas, dans des villages Catou, pareil, les plus proches des villages vietnamiens, mais lui aussi a écrit tout un chapitre, pareil, sur les Catou, et des livres aussi sur les minorités, sur les groupes ethniques des hauts plateaux du Vietnam, donc qui intéressaient directement l'armée américaine, ont été financés en fait par la CIA. Et pareil, les Catou avaient le droit à un chapitre où ils revenaient systématiquement qu'ils étaient des chasseurs de sang, etc. Côté vietnamien, en fait, le mythe a continué aussi, puisque il y a Vietnamiens publiés depuis les années 80 des petits ouvrages sur les ethnies minoritaires du Vietnam, groupe par groupe, et à chaque fois, donc, les Catou sont indiqués pour les sacrifices humains, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toute une propagande sur comment est-ce que le régime vietnamien et le parti a réussi à faire en sorte que les Catou arrêtent leurs pratiques sanguinaires. Et donc, vous voyez, là, ici, voilà, on explique que certains membres du parti se sont dévoués, ont passé des mois dans des villages Catou pour l'expliquer que c'était une coutume archaïque, qu'il fallait arrêter ça tout de suite, etc. Donc, il y a toute une pédagogie de côté vietnamien sur comment est-ce qu'on a réussi à domestiquer les Catou, ces sauvages qui sont devenus maintenant des auxiliaires du parti. Voilà. Écoutez, là, je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, donc je vais continuer un peu. Donc, les Catou sont restés quand même très, très emblématiques, à la fois donc certaines sauvageries, un certain archaïsme, et en même temps donc des guerriers valeureux. Et il y a aujourd'hui toute une remise au goût du jour, je dirais, des Catou. Donc, en fait, après la guerre, côté vietnamien, on avait demandé à tous les villages Catou de construire leur village sur un modèle vietnamien, c'est-à-dire pas du tout en cercle, etc. Donc, maintenant, on ne leur demande pas de reconstruire un village en cercle, mais de refaire des maisons communes, notamment à des fins touristiques, sachant qu'on veut en faire un parcours pour les touristes de ces minorités. Et donc, il y a tout un discours à la fois où, d'un côté, on renvoie les Catou et leurs coutumes à Dongson, vous voyez, et on montre que les décors des maisons dongsoniennes, les décors des tambours de bronze, etc., qui montrent des sacrifices de buffles, donc attestent de la très grande ancienneté de ces coutumes. Et par ailleurs, donc, on leur demande donc de reconstruire de nouvelles maisons communes. Et pour ce faire, on s'appuie sur l'écrit de Le Pichon. Et donc, c'est assez drôle parce que, en fait, les fonctionnaires de la culture vietnamienne sont venus avec des pages du bouquin de Le Pichon et on dit voilà, maison Catou, c'est ça. Et donc, vous voyez l'extraordinaire proximité. Alors, pareil aussi, alors je vous disais que la femme qui danse avait une certaine postérité. Donc, la femme qui danse au départ, c'est juste une femme médium. Et j'ai vu des femmes médiums danser comme ça, mais en général, il y a 1 ou 2 femmes médiums par village. Alors, Le Pichon, on avait fait danser, à mon avis, des femmes qui n'étaient pas médiums du tout, mais comme il mettait ça en scène, donc il a fait danser des femmes avec les bras levés, etc. Et c'est devenu ensuite donc une affaire reprise en main par les responsables de la culture et du tourisme du Gangnam. Donc, vous voyez maintenant, dans les villages Catou, on fait danser tout un tas de femmes-là. Et ça, c'est le ballet national vietnamien qui danse la danse Catou. Donc, on est passé, vous voyez, de la médium
qui a été multiplié par 10 par le pichon, par 100 par la culture des autorités provinciales, et puis quand le ballet national est là. Mais on rappelle aussi que c'est très ancien et que c'est une coutume donc, qui remonte là aussi sur des peintures murales. On retrouve ça, et donc c'est forcément quelque chose de très ancien. Alors, il y a du Ketu Kitsch aussi, donc à Da Nang. J'ai pu visiter une maison qui, je crois maintenant, je ne sais pas pour quelle raison, mais a disparu, où là aussi, vous voyez, c'était complètement inspiré. Ça, c'est une gravure de Le Pichon. Donc, le poteau de sacrifice est quasiment le même. Et donc, voilà, et c'était une sorte de petit centre culturel, Ketu, style parc culturel. Voilà, mais écoutez, là, donc aussi fini l'archaïsme côté là-haut. Vous voyez le village dans lequel j'ai travaillé, qui était avec 7 maisons reconstruites maintenant. Les maisons ont toutes des toits en tôle ondulée parce que ça fait moderne. Et surtout les traditions maintenant. Ces traditions sont maintenant muséifiées, figées. Donc, Sekong, la province où j'ai le plus travaillé, donc maintenant, il y a une espèce de place assez délirante avec un grand totem au milieu qui est censé représenter un poteau de sacrifice, mais en même temps qui est un lac muang. Le lac muang, c'est le poteau central dans les traditions Lao qui est censé représenter l'ombilicum, le cœur du Muang, le cœur du territoire. Et donc là, on joue sur le lac Muang et poteaux de sacrifice. Et vous voyez, alors qu'il y a encore des sacrifices de buffles qui se pratiquent je dirais, à 50 km de là. Donc maintenant, les Ketus sont complètement statufiés sur la grande place de Sekong. Et pareil côté vietnamien, donc ils ne sont pas statufiés, mais ils sont à l'affiche avec voilà, des poteaux sans sacrifice, sans tête, avec des touristes qui applaudissent et des buffles voilà, qui pèsent tranquillement, sachant qu'ils ne sont pas sacrifiés et que les touristes peuvent venir voir. Voilà, écoutez, oui, c'est ce que je pensais. Donc, je n'ai pas le temps d'aborder vraiment la spéculation, la partie spéculation. Il faut juste savoir que, donc, collègue, ce que j'ai dit, qui reprend cette théorie en fait, de la chasse au sang dans une version néo-animiste pour montrer que ce sont des rituels, voilà, que tremper du sang, couper des têtes, ça reste des rituels de fertilité absolument essentiels pour toutes ces populations. Voilà, écoutez, je m'arrêterai là. Merci.